Les abdos, ce sont des muscles et quand on dit je veux un ventre plat, c'est se débarrasser de la graisse. Et le meilleur moyen de se débarrasser de la graisse, c'est pas malheureusement en faisant des abdos. La meilleure réponse, ça va être de changer un petit peu ses habitudes alimentaires. Et dans changer ses habitudes alimentaires, la grande règle, ça va être AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, mon invité ce matin s'appelle Julien Moreno. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Voilà, vous arrivez du sud de la France, Montpellier plus précisément. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'ostéopathes. Vous êtes formateur sportif. Vous êtes formateur sportif de niveau stratosphérique. Ça veut dire quoi ça ? Ouais. Ça veut dire que j'explose un peu tous les records au niveau sportif. D'accord, mais quel sport ? Non, je fais essentiellement du stand-up paddle en loisir et puis de la musculation. Du stand-up paddle. Voilà. Je crois que j'ai changé de génération. C'est vrai, c'est une grosse planche de surf sur laquelle on est debout et on rame. D'accord. Ah oui, voilà. Sur l'eau. Sur l'eau. Ah oui, je sais exactement. Ce que c'est. Alors vous avez une chaîne YouTube qui porte le nom de votre spécialité. Exactement. Avec beaucoup de contenu. Et vous publiez un livre qui s'appelle 50 exercices pour se passer d'ostéopathe chez Erol. Se passer d'ostéopathe et prendre soin de soi. C'est un titre un peu provocateur d'ailleurs. Hein. Complètement, et c'est voulu. C'est un titre qui est là pour interpeller et pour rappeler aux gens qui peuvent également être actifs dans leur prise en soin de leur santé. Donc c'est moi qui ai choisi le titre après plusieurs propositions de l'éditeur. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est d'amener les gens vers plus d'autonomie afin qu'ils puissent voir qu'ils ont aussi un potentiel d'action sur leur santé, sur leur corps, sur leur tête et de pas simplement se dire dès qu'il y a une douleur, il faut que j'aille voir un tel, que ce soit médecin, ostéopathe ou kiné, mais bien leur rappeler qu'eux aussi, dès le départ, ils ont aussi la possibilité d'agir et de se soulager. C'est un petit peu comme si par exemple je bricolais, je sais faire quelques trous, je sais faire un peu d'enduit, un peu de peinture et pourtant c'est pas pour autant que je suis artisan. Donc l'idée du livre c'est ça, c'est de leur donner des clés, de leur donner des petites astuces, des choses simples qui fonctionnent pour qu'ils puissent justement se soulager de certaines douleurs, apaiser un petit peu certaines tensions, gérer un peu mieux leur stress, reprendre le sport, reposer des bases de l'alimentation pour repartir post-confinement sur de bonnes bases. Alors vous parliez de la douleur, vous dites dans votre livre que la douleur est une amie qui vous veut du bien et que finalement la douleur est incomprise. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir de la douleur qu'on n'a pas compris ? Alors la douleur, effectivement, c'est une amie dans le sens où le corps en fait a besoin de nous envoyer des messages pour qu'on puisse ajuster un petit peu notre comportement. Et la douleur fait partie de ces messages. La douleur, il faut la voir un petit peu comme une alarme que le cerveau déclenche quand il a tendance à percevoir le danger. C'est une alarme, donc. C'est une alarme, exactement. Ouais. La douleur, c'est pas un signe de gravité, selon vous ? Pas tout le temps, non. C'est rarement un signe de gravité en dehors de tout traumatisme. La douleur est surtout là pour soit nous avertir de quelque chose qui s'est passé, d'une perception. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il est enfermé dans la boîte crânienne, c'est une boîte noire. Et il est obligé de se fier à la fois à nos sens, à nos expériences et à tout ce qu'il est capable de recevoir de nos mains, de nos yeux, etc. Et à partir de ça, il doit compiler pour créer une réponse à un stimulus. Et des fois, la réponse, elle n'est pas forcément en raccord avec ce qui se passe réellement. C'est pour ça d'ailleurs que dans la définition de la douleur, on parle de perception réelle ou non. Là, on va s'adresser à tous ceux qui ont mal au dos. Avec le temps, on s'habitue. Et donc, finalement, l'accoutumance à la douleur est de plus en plus grande. Alors, jusqu'au jour où ça fait tellement mal qu'on peut pas avancer. Donc, complètement, ouais. Justement, il y a cette forme d'accoutumance, elle est réelle, c'est-à-dire qu'au départ, au moment où on a la douleur va être très vive et au fil du temps, si jamais la douleur devient effectivement persistante, chronique, il va y avoir une forme de lissage, c'est-à-dire que le corps va toujours aller vers le confort, il va chercher à rester le plus confortable possible. Donc, la douleur, elle peut pas rester aiguë tout le temps, à part quand il y a véritablement des problématiques assez graves ou des dérégulations ou une hypersensibilisation au niveau du système nerveux, comme on peut avoir par exemple dans la fibromyalgie, où là les gens ils ont mal partout, tout le temps, c'est très aigu. Mais quand on a de la douleur
qui est chronique, comme ça, qui se chronicise, soit parce que, pour X raisons, hein, on est dans un boulot qui est très sédentaire, on ne fait pas beaucoup de sport, etc. On va avoir justement une forme de lissage de cette douleur-là. Et effectivement, si on ne modifie pas les comportements, le cerveau, c'est un petit peu comme si c'était notre pote qui nous tapait sur l'épaule et qui nous disait écoute, il serait peut-être temps que tu changes quelque chose parce que là, il y a des choses qui ne me vont pas. Grosso modo, c'est le message que le cerveau essaie d'envoyer. C'est une invitation à changer de vie, de comportement, d'alimentation, exactement, de posture peut-être. Exactement. Vous expliquez dans votre livre qu'il est très important d'apprendre à décrire les petites et les grandes douleurs de notre corps et à être le plus précis possible. Alors finalement, comment est-ce qu'on devient précis quand on parle de douleur ? Quels sont les mots qu'il faudrait utiliser pour pouvoir préciser la nature de la douleur ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà l'endroit de la douleur. Alors quand je dis l'endroit, ça peut être, quand on le dit comme ça peut être très vaste, hein, ça peut être le dos. Les gens vous disent j'ai mal au dos en fait. Voilà. Moi les premières questions que je pose, c'est où ça au dos ? Parce que le dos c'est très grand. Alors ça peut être, les gens des fois disent au milieu, en bas. Alors moi des fois pareil j'ai du mal à visualiser, donc j'essaie de leur demander de me donner une définition un peu plus précise. Donc est-ce que c'est plutôt à droite, est-ce que c'est plutôt à gauche, est-ce que c'est vraiment plutôt tout en bas du dos, est-ce que c'est entre les omoplates ? J'essaie de leur donner des repères pour que eux-mêmes puissent situer davantage leur douleur. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de floutage un petit peu quand on commence à avoir des douleurs, c'est-à-dire qu'on a du mal à percevoir des fois quelle zone va être douloureuse. Donc de le verbaliser et de trouver sur quelle zone précisément se situe la douleur. Des fois les patients ont des surprises, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une douleur en disant j'ai mal en bas du dos, et plus on précise le lieu de la douleur, plus ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas forcément mal là où ils imaginaient, mais un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus à droite. Donc le fait de verbaliser, savoir où est-ce qu'on a mal déjà, ça permet de devenir plus précis. Après il y a aussi depuis quand on a mal, pour essayer de trouver un repère temporel. Et si les gens vous disent de toute façon j'ai toujours eu mal au dos, là justement c'est là où il faut venir creuser un petit peu. Alors il n'y a pas forcément un événement traumatique toujours très précis, mais il peut y avoir par exemple un événement qui va être plus mental, plus émotionnel, qui peut déclencher ce genre de douleur, ce genre de crispation. Il peut y avoir également le fait qu'on ait attaqué un boulot où les postures ont changé, où les positions de travail ont changé et qui a demandé un peu plus d'exigence de la part du corps pour s'adapter. Donc c'est tous ces petits indices-là que je vais essayer de regrouper avec les patients et que les gens vont pouvoir faire à travers le bouquin pour justement essayer de comprendre un petit peu mieux le cheminement et l'installation de cette douleur. Alors dans votre livre, vous expliquez que pour avoir un dos solide comme un roc, il faut faire un enchaînement alors qui mêle étirement, mobilisation et renforcement et qui nous apprend à marcher sur les fesses. Exactement. Je ne sais pas si ça fonctionne sur le dos, je vais l'essayer, mais on peut marcher sur les fesses. Exactement. Alors le but, par exemple, de cet exercice-là, dans le bas du dos, on a des gros muscles. Alors on a des muscles qui sont superficiels qu'on appelle les paravertébraux. Pour les amateurs de viande, c'est les filets mignons. Et on a un autre muscle sous ces muscles-là qu'on appelle le carré des lombes. Et c'est un muscle en fait qui permet d'incliner le bassin sur les côtes, grosso modo. Donc le fait de se mettre assis par terre et de vouloir lever une fesse et de l'avancer, on va contracter ce muscle-là d'un côté et en posant la fesse, on le relâche. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc en fait, c'est à la fois un exercice de renforcement et à la fois un exercice de mobilisation. Et c'est un muscle qui est très compliqué à venir étirer seul. Et souvent, en fait, quand on parle de douleur, on pense souvent faut que je m'étire, faut que je m'étire, faut que je m'étire. Mais les étirements, c'est pas forcément toujours la meilleure des solutions. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on revient depuis quelques années. Longtemps, on nous a dit qu'il fallait étirer les muscles parce que c'était bon, donc avant et après les entraînements. De plus en plus, les ostéopathes et les kinés reviennent là-dessus. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que le muscle n'est pas une structure uniquement passive. Et si on fait un petit peu le bilan chez les patients souvent qui ont mal au dos, c'est souvent des patients qui ont tendance à être plutôt sédentaires, c'est-à-dire à pas forcément utiliser leurs muscles. Alors le muscle, quand on l'utilise pas, il va y avoir effectivement une phase où il peut effectivement se crisper. Donc l'étirement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va momentanément donner la possibilité au corps, il va donner une option pour désensibiliser un petit peu la zone. Le souci, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Vous avez peut-être déjà essayé, on s'étire quand on a mal, ça fait du bien sur le moment, et puis peut-être 5, 10 minutes, 1 heure après, on se rechoppe la douleur qu'on avait, ça ne suffit pas. Le muscle, il a besoin de contraction, il a besoin de se contracter aussi pour pouvoir justement que la zone puisse se désensibiliser. Donc le muscle, c'est un tissu qui doit se contracter
et qui doit se décontracter. On ne peut pas que l'étirer. C'est pour ça que les étirements ne sont pas toujours la meilleure des solutions, tout simplement déjà parce qu'il n'y a pas toujours de tension musculaire. Il peut y avoir une douleur sans tension musculaire. Donc l'étirement peut permettre de temps en temps de soulager la douleur, mais très souvent, ce qui marche très très bien, c'est la contraction musculaire, donc de contracter la zone douloureuse. Donc c'est de faire l'inverse. Exactement, ouais. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on contracte le dos, par exemple ? Alors le dos, ça va dépendre de la zone. Un exercice qui est très sympa à faire, qui est très facile à faire d'ailleurs. La chaise. Non. La chaise, ça c'est plus pour les cuisses, mais ça marche aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a remarqué que des gens qui avaient mal au dos, des gens qui avaient des douleurs chroniques au dos, quand on leur faisait faire la chaise, ça permettait justement de désensibiliser une partie du dos. Tout simplement parce qu'on portait le focus du cerveau ailleurs que sur la zone du dos. Alors donc ça ne veut pas dire qu'on a plus mal. Sauf que comme effectivement, il y a une diversion, donc on n'y pense plus, c'est ça ? Exactement. Il y a cette forme de diversion-là, et il y a le fait que le cerveau a besoin de porter son attention aussi sur différentes zones pour pouvoir enlever l'alarme. Si on arrive à lui faire porter l'attention sur une autre zone, donc créer une diversion, ça peut suffire à lever complètement la douleur sur une zone. Tout simplement parce que la douleur n'est pas un phénomène purement mécanique. D'accord. Vous êtes en train de nous dire que le jour où on a mal au dos, il faut se faire mal à une dent. Je ne vais pas aller jusque-là. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas ce que je dis, mais il y a une forme de diversion. C'est-à-dire que la douleur, c'est un phénomène qui est très très complexe. Et en tant qu'ostéopathe, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas une histoire de vertèbres, la douleur. C'est pas qu'une histoire de vertèbres. Il n'y a pas que de la mécanique. Il y a certes un peu de mécanique, mais il y a aussi on est des humains et on n'est pas des machines, on n'est pas des voitures. Donc il y a à la fois tout un phénomène mécanique, il y a un phénomène psychologique, émotionnel lié à la douleur. La douleur entraîne des émotions, on peut entraîner de la crispation, de la peur et tout un tas d'autres émotions. Et ces émotions-là peuvent aussi venir alimenter l'état de tension dans lequel on va être et la façon dont le cerveau va percevoir et interpréter la douleur qu'on va ressentir. Comment est-ce qu'on peut avoir une vision positive du mal de dos ? Eh bien justement, c'est de comprendre que le mal de dos, c'est pas quelque chose, même si c'est enquiquinant, c'est pas quelque chose qui est là pour nous freiner, mais c'est quelque chose qui est là pour nous dire « Ok, là, il y a une douleur, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ?» Et là, c'est justement d'essayer de faire le bilan des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. Qu'est-ce que j'ai fait dans les 4 grands, on va dire, secteurs de notre santé. Donc, on va dire le sommeil, l'activité physique, les émotions et l'alimentation, pour faire simple. Donc, si on fait le bilan de ces 4 curseurs-là... Et là, les gens se disent, mais j'ai pas besoin d'aller voir un ostéo pour ça. Alors, l'ostéo va justement mettre le doigt dessus. Parce que des fois, quand on est seul, en fait, quand on a du mal à prendre du recul, on a du mal à s'extirper un petit peu du processus. Donc, l'ostéopathe, et les professionnels de santé en général, ils sont là justement pour recentrer un petit peu les choses, pour faire prendre un peu de recul au patient et éventuellement, s'il a du mal, le mettre sur la piste et le guider pour lui donner les clés. Une des questions que vous posez dans votre livre, c'est pouvez-vous fonctionner de manière optimale sans caféine avant midi ? Ouais. Et si on répond non, c'est foutu ? Alors, si on répond non, c'est pas que c'est foutu, c'est que effectivement, il y a 2-3 petites choses à modifier, on va dire, à reprendre au niveau du sommeil et la façon dont on va dormir, la qualité de notre sommeil. Parce que si effectivement on a besoin de beaucoup de café, notamment le matin, ça veut dire qu'a priori, on n'a pas très bien récupéré durant la nuit, ou en tout cas qu'on n'a pas passé une très très bonne nuit. Bon, alors, on est à quelques jours de l'été, peut-être qu'on ira sur la plage cet été. Quel est le secret du ventre plat ? D'abord, c'est quoi un ventre plat ? Alors un ventre plat, a priori c'est un ventre où il n'y a pas de bouée. En tout cas, c'est un ventre relativement tonique. De bouée ? De petites bouées, vous savez, le petit... Non, moi je ne sais pas, mais montrez-nous. Donc ça, c'est un ventre plat. Et pourquoi les abdos, finalement, ne sont pas la réponse au ventre plat, contrairement à ce qu'on croit ? Tout simplement parce que les abdos, ce sont des muscles et ce qu'on veut, quand on dit « je veux un ventre plat », c'est se débarrasser de la graisse. Et le meilleur moyen de se débarrasser de la graisse, c'est pas malheureusement en faisant des abdos, même si ça augmente légèrement, on va dire, le flux sanguin sur la zone, donc ça va aussi permettre d'éliminer un tout petit peu plus de graisse sur la zone. La meilleure réponse, ça va être de changer un petit peu ses habitudes alimentaires. Et dans changer ses habitudes alimentaires, la grande règle, entre guillemets, ça va être grosso modo de manger à peu près un tout petit peu moins
que ce qu'on dépense. Grosso modo. Être en déficit, quoi. Être en léger déficit calorique, simplement justement pour taper dans les réserves et justement avoir ce ventre plat. Il y a non seulement ça, et il y a évidemment toute la qualité de la nourriture, c'est-à-dire que c'est sûr que si on se gave de sucre, de McDo, il faut avoir un certain équilibre alimentaire, notamment si le but c'est le ventre plat et un corps relativement tonique, c'est un apport assez équilibré entre les 3 grandes familles de nutriments, protéines, glucides et lipides. Mais est-ce qu'on peut avoir un ventre plat sans abdos ? Oui, bien sûr. D'accord. Le but, c'est pas d'avoir des abdos. Tout le monde peut pas avoir d'abdos. Ou alors, c'est à un prix qui vaut pas vraiment le coup d'être payé. Parce que pour avoir des abdominaux, il faut déjà avoir la physiologie pour avoir des abdominaux, c'est-à-dire avoir des abdominaux qui vont facilement ressortir. Ne pas avoir une tendance trop importante à faire facilement du gras. Et évidemment avoir un mode de vie qui permette aussi d'avoir ces abdominaux-là. Donc ça veut dire que c'est soit on est entre guillemets très sec de nature et donc naturellement les abdominaux vont se voir, soit on n'est pas sec et donc il va falloir travailler un peu pour les avoir. Mais la grande majorité des gens n'auront pas forcément d'abdominaux visibles et c'est pas pour autant qu'ils seront pas en bonne santé ou qu'ils n'auront pas de soucis en particulier. Au contraire, il faut pas rechercher les abdos. Ce qu'il faut rechercher, c'est avant tout de se sentir bien dans son corps, quoi. Alors Julien, il y a les ostéos qui font craquer et ceux qui ne font pas craquer. C'est quoi la différence ? La différence, il n'y en a pas. En fait, on a souvent résumé l'ostéopathie à une technique. Or, l'ostéopathie, ce n'est pas une technique du tout, c'est une vision du corps, de la santé et une approche. Donc en fait, c'est plus un choix personnel de l'ostéopathe de dire je suis plus à l'aise ou j'aime plus particulièrement cette technique-là, donc je vais choisir de la pratiquer. Puis après, il y a tous les filtres qu'on va avoir chacun en tant que thérapeute, c'est-à-dire que il y en a en fonction de leur sensibilité vont plus se diriger vers tel et tel type de technique, mais peu importe la technique, ce qui compte et ce qui prime par-dessus tout, c'est la démarche clinique et l'approche, le raisonnement clinique qu'on va avoir avec le patient. Mais d'où vient cette idée que l'ostéopathe, c'est celui qui fait craquer les os ? D'abord, est-ce que c'est correct de dire qu'on fait craquer les os ? Alors, on ne fait pas craquer les os. C'est les articulations qu'on fait craquer, parce que si l'os il craque, ça fait une fracture et c'est pas très agréable. Donc ça vient du fait que c'est simplement les techniques les plus démonstratives et les plus impressionnantes. Donc c'est souvent ce que les patients ont tendance à retenir d'une consultation. Et il y a eu une période effectivement qui remonte maintenant un petit peu où ça a été, on va dire, la norme de faire craquer, c'est-à-dire qu'il y avait énormément, dans quasiment toutes les séances d'ostéopathe, il y avait des manipulations structurelles à haute vélocité, comme on appelle ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu tendance à faire le raccourci de dire les ostéopathes, ils font craquer. Mais c'est pas des techniques qui appartiennent aux ostéopathes. Il y a d'autres professions, les kinés utilisent des manipulations qui font craquer, les chiro utilisent des manipulations qui font craquer, les médecins utilisent des manipulations qui font craquer. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'éthiopathe. Ouais. C'est quoi la différence ? C'est une cousine de l'ostéopathie. En fait, à la base, c'était un ostéopathe qui allait fonder l'éthiopathie. Donc, c'est simplement une cousine de l'ostéopathie, au même titre que la chiropraxie, qui elle, est plus plébiscité par les Américains, mais on est sur globalement des thématiques et des approches qui vont être similaires. En tout cas, la finalité va être la même, quoi. C'est le chemin. C'est la même. C'est la même famille. C'est exactement la même famille. Ouais. C'est de la thérapie manuelle. C'est simplement la vision des choses et l'interprétation des choses qui va changer en fonction de si c'est de l'ostéopathie, de la chiropraxie, de l'éthiopathie. Mais globalement, voilà, c'est trois thérapies qui sont cousines et dont le champ de compétences et d'application va être le même, quoi. Alors l'ostéo, on l'assimile souvent à un magicien qu'on vient voir à la dernière minute, on est complètement bloqué et on dit voilà, je vais aller voir mon ostéo, il va me réaligner, il va me débloquer. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on a c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui. Hein. Il faut que le résultat soit immédiat d'ailleurs. Ce qu'on ne demande même pas à d'autres pratiques ou praticiens. Alors de moins en moins, je trouve. Mais effectivement, ça a été pendant longtemps, on était presque des sorciers, quoi, hein, parce qu'effectivement, on pratiquait une forme de thérapie manuelle de médecine qui était un peu obscure et mal comprise. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais
de mon côté, en tout cas, je ressens pas trop cette pression-là. Et justement, j'essaie de bien rassurer les gens et de bien leur expliquer que ça prendra peut-être pas qu'une seule consultation et qu'il va peut-être falloir aussi qu'ils mettent un peu du leur pour justement s'aider. Et pour m'aider moi aussi, parce que ça va m'aider aussi si eux ils s'aident. Ça m'enlève du travail et puis eux ça leur fait gagner du temps. D'accord, mais les gens qui sont bloqués... Il y a quand même des choses à faire. Voilà. Même en étant très très bloqué, même en ayant très 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 mal, rien que le fait de pouvoir discuter, de comprendre et de rassurer, ça fait déjà une bonne partie du travail. Et derrière, effectivement, il y a tout le travail en thérapie manuelle, que ce soit en thérapie manuelle ou carrément en faisant bouger la personne. Parce que bien souvent, ce qui gêne en fait la personne qui est bloquée, qui est complètement verrouillé et qui est dans une douleur aiguë, c'est le fait que justement la crispation, la douleur aiguë amène aussi cette forme de panique, cette crispation, et donc il y a un cercle vicieux qui se crée. Donc l'idée, c'est aussi de briser un petit peu ce cercle vicieux. Alors souvent quand c'est très aigu, on peut utiliser très souvent la respiration et des mouvements très lents et très doux. Ça permet de montrer à la personne que son corps est capable de bouger, même en étant très douloureux, et ça permet de désamorcer, on va dire, un petit peu tout le phénomène inflammatoire et douloureux qu'il peut y avoir au niveau de la zone. Alors vous êtes très créatif, pas besoin de matériel avec vous, par exemple pour faire des exercices du cou, on a besoin d'une grande serviette, pour faire les exercices des genoux, on a besoin d'un rouleau à pâtisserie ou d'une bouteille de vin vide, et on peut faire tous ces exercices chez soi. Hein. C'est ça le principe un petit peu des mouvements que vous proposez. Exactement, ouais. L'idée, j'aime bien l'idée que les choses soient simples. Alors, le danger et la difficulté que j'ai eue, c'était de ne pas tomber dans le simplisme, mais j'aime savoir que je peux faire quasiment tout ce que je veux faire avec mon corps avec très peu de choses. Et c'est l'idée. Et c'est une excuse après, hein. C'est un peu comme quand on s'inscrit à la salle de sport et de se dire bon bah voilà, chez moi j'ai pas de matériel, il faut que j'aille à la salle de sport, alors qu'au final on peut aussi faire du sport à la maison. C'est exactement la même chose pour les douleurs. On peut faire énormément de choses à la maison. Effectivement, derrière il faut 2-3 clés, parce que quand c'est pas notre métier, il faut qu'on nous montre aussi les choses. On peut pas les deviner, on n'a pas tout ce qu'on peut avoir en tête, mais c'est important de savoir, je trouve, qu'on a tout à la maison pour pouvoir déjà soulager nos douleurs. En dehors du Doliprane. Il n'y a pas besoin d'investir dans un matériel incroyable. Au contraire. Et alors, le coup du hibou, pourquoi qu'est-ce qu'il a, le coup du hibou ? Alors le coup du hibou, il faut nous expliquer ça. C'est simplement parce que les hiboux sont hyper mobiles au niveau du cou, ils arrivent à tourner la tête vraiment dans tous les sens, et donc le coup du hibou c'était surtout pour ça. Donc c'est un exercice qui est fait pour travailler la rotation du cou, ce qui est d'ailleurs souvent le mouvement qui est très limité quand on a mal au cou, que ce soit dans un torticolis ou que ce soit dans toute autre douleur au niveau du cou. Donc de travailler justement la rotation sur un exercice où on va contracter les muscles très fort d'un côté, relâcher puis gagner dans la rotation, ça va permettre justement de gagner en amplitude en limitant au maximum la douleur. D'ailleurs, j'invite les gens à tester. Quand vous avez mal au dos, vous allez voir que bien souvent, c'est beaucoup moins douloureux de contracter fort la zone que de venir l'étirer. Tout simplement parce que le muscle, avec toute sa puissance, toute la concentration va venir se focaliser sur la contraction musculaire et plus simplement sur la zone douloureuse. Contrairement à l'étirement, où là on va chercher absolument à se détendre, on va chercher l'amplitude, on va chercher... ce qui est complètement différent avec un exercice d'isométrie. Donc l'isométrie, c'est le fait de contracter un muscle sans bouger. Avec l'isométrie, on a l'avantage de pouvoir contracter et mobiliser une zone sans que ça fasse mal et de la désensibiliser quasi instantanément derrière. Donc vous avez compris ce matin, c'est pas étirer qu'il faut, mais contracter, voilà. Si on parle de mal au dos. Alors l'ennemi, on l'a compris tout à l'heure avec vous, c'est la sédentarité. Rester assis sur une chaise, ça ne vous protégera pas des douleurs. Maintenant, vous expliquez aux gens qu'il faut évaluer et mesurer le temps qu'on bouge dans une semaine. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez et quel serait le bon temps de mouvement qu'il faudrait faire par semaine ? Alors, pour le mesurer, c'est relativement simple. C'est-à-dire, si jamais on a un boulot qui nous oblige à rester assis, le calcul est vite fait, on reste assis
tant d'heures par semaine. Alors vous calculez le temps qu'on passe à ne pas bouger, Voilà. plutôt Alors, que le temps où on bouge. Ça dépend, ça va dépendre. Si effectivement, je sais que la personne a un job sédentaire, je vais lui demander est-ce qu'il y a de l'activité physique, est-ce qu'il y a des activités autres le reste de la semaine, et d'essayer de les quantifier. Alors, ça peut être à l'oral une estimation, comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et sinon, je peux lui demander de le remplir, de tenir un petit cahier d'activités pour voir un petit peu, pour évaluer un petit peu l'activité qu'elle fait dans la semaine. Et souvent, c'est un petit peu comme pour l'alimentation, soit on se rend compte qu'on en fait vraiment pas beaucoup, soit au contraire, on se rend compte qu'on fait vraiment beaucoup. Donc à partir de là, c'est de voir si effectivement, est-ce que l'activité physique en l'augmentant, va avoir un impact positif sur les douleurs ou non. Parce que si je suis sur quelqu'un qui est sédentaire mais qui à côté fait beaucoup de sport et qui malgré tout a mal au dos, c'est que potentiellement le problème c'est pas forcément le fait qu'elle fasse pas assez de sport, mais ça vient peut-être aussi d'ailleurs. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est pas toujours la sédentarité qui est le curseur principal dans la douleur. Ça peut être la sédentarité comme ça peut être souvent un melting pot de tout un tas de facteurs. En gros, il faudrait bouger combien de temps par semaine de son temps? Si on doit faire une moyenne, ce serait bien entre une demi-heure et 1 heure par jour. Donc après, le tout, c'est pas tant... c'est compliqué de donner un temps d'activité physique parce que ça dépend réellement aussi de l'activité physique qu'on fait. Si vous allez me faire, par exemple, du crossfit, je vais vous dire, déjà rien qu'une demi-heure tous les jours, c'est énorme. Pour quelqu'un qui débute ou même pour quelqu'un d'intermédiaire. D'ailleurs, pour quelqu'un qui débute, je ne recommande absolument pas d'y aller tous les jours. Mais si par exemple c'est de la marche, ça ne sera peut-être pas suffisant de faire qu'une demi-heure de marche tous les jours. Parce que la marche, c'est super, c'est une très bonne activité, mais on fait bouger essentiellement que les jambes. Bon, la détox, c'est un mythe. Pourquoi est-ce que c'est un mythe, la détox? Parce que là, il va y en avoir quelques-unes. Là, donc, Ouais. Disons que, en tout cas, la détox, telle qu'on l'a vulgarisée, c'est une sursimplification de ce que ça peut faire, on va dire, et de comment ça fonctionne au niveau du corps. Si je prends le foie par exemple, on a souvent tendance à dire que c'est un filtre. Alors c'est un raccourci qu'on prend, mais il ne faut pas prendre le raccourci jusqu'au bout parce que c'est pas une éponge. Le foie c'est bien plus que ça. C'est un très très gros organe, c'est un gros chef d'orchestre, c'est une très grosse usine le foie. Et c'est pas uniquement en prenant 3 plantes qu'on va réussir à l'aider, on va dire. À l'aider à se détoxifier, voilà. Alors que c'est déjà son rôle d'ailleurs. Alors que voilà, il est déjà censé s'occuper bien de lui-même. Après, souvent ce qui se passe lors d'une détox, c'est qu'on a tendance à manger aussi moins et souvent de meilleure qualité. Et donc forcément, ça aide le système. Mais ce n'est pas forcément uniquement ce qu'on mange qui crée le phénomène de détox, mais c'est aussi surtout beaucoup la quantité qu'on ingère qui va faciliter aussi la digestion et qui allège grandement le travail digestif et notamment du foie. Alors Julien, combien de super pouvoirs avons-nous? Beaucoup. Ouais. Beaucoup trop. Qu'est-ce que vous appelez nos super pouvoirs? Super pouvoir, c'est en partie la respiration, la capacité qu'on va avoir de moduler notre état par la respiration, par beaucoup de formes de respiration. Alors vous expliquez aux gens comment respirer par le ventre, ouais. Ce qui est quand même assez difficile. Alors c'est difficile, mais... Vous savez que c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. C'est vrai? Ah non, je ne savais pas. Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut que la voix descende. Et quand vous devez présenter le journal, vous pouvez pas respirer par. Vous voyez, donc il faut respirer avec votre ventre. D'accord. C'est une très bonne initiative, mais justement, en fait, respirer par le ventre, ça paraît compliqué quand on le conscientise. Mais si vous regardez quelqu'un dormir, il respirera toujours par le ventre. Il respirera pas par la cage thoracique parce que c'est la respiration par défaut de votre corps. Alors, à quel moment est-ce que la respiration a tendance à devenir thoracique? La respiration, elle devient thoracique souvent quand on travaille beaucoup assis, parce que ça demande plus d'efforts au diaphragme pour faire sortir le ventre. Donc c'est plus facile. Le diaphragme, c'est... Le diaphragme, c'est le muscle qu'on a au niveau de la cage thoracique qui vous permet de respirer. C'est le muscle principal de la respiration. Sans lui, vous ne respirez pas. Très utile de le travailler quand on a des problèmes de dos. Voilà, en partie, très utile. Alors, c'est en partie pour l'action qu'il va avoir directe au niveau du dos, mais c'est aussi très globalement pour l'effet de relaxation et de détente qui va permettre, on va dire, au niveau physiologique. Donc c'est ça qui est essentiel avec le diaphragme. Bien. Qu'est-ce que vous appelez la préférence motrice et comment l'utiliser pour optimiser ses entraînements? Alors la préférence motrice, c'est la façon dont on va utiliser notre corps pour faire une activité. Donc je prends un exemple d'instinct. Si j'ai un ballon devant moi et que je veux taper dedans, je vais y aller avec le pied gauche.
je vais prendre appui sur mon pied droit, je vais donner un coup avec le pied gauche. C'est ça les préférences motrices. Donc pour l'optimiser dans nos entraînements, déjà ça va dépendre du sport qu'on va pratiquer, mais c'est de faire attention justement un petit peu à toutes ces habitudes qu'on a. Si on pratique des sports asymétriques, par exemple comme le tennis, comme le foot, est-ce qu'on a des habitudes particulières? Est-ce qu'on prend des appuis plus d'un côté, plus de l'autre? Et donc à partir de là, ça va être justement de travailler, de renforcer ces préférences-là, sans oublier de s'attarder aussi sur nos défauts, entre guillemets, ou en tout cas le côté ou la zone avec laquelle on a le plus de mal. Alors quand on vous demande quel est le meilleur sport, qu'est-ce que vous répondez? Il n'y en a pas. Ça dépend de tout un tas de... Si, il y en a un. Non, il n'y en a pas. La natation, vous allez dire la natation. Non, c'est pas le meilleur sport. En fait, ça part d'une croyance que les sports avec des impacts sont mauvais pour les articulations. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux. Par exemple, la course à pied, on nous a dit pendant des années que c'était mauvais pour les genoux. Or, on sait aujourd'hui que la course à pied permet de stimuler la production de cartilage. Idem, permet de réhydrater plus facilement les disques intervertébraux. Donc, on en revient encore une fois à la même problématique, c'est de partir du principe que la douleur est un phénomène mécanique. C'est pas uniquement un phénomène mécanique, c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe, neurophysiologique, avec tout un tas de facteurs qui se suradditionnent. Donc, si par exemple je reçois un patient qui est fan de course à pied, on lui a dit vous ne pourrez plus jamais faire de course à pied parce que vous avez un peu d'arthrose au niveau des genoux et c'est pas du tout bon pour les genoux. Si je lui dis effectivement il faut arrêter, je vais lui ruiner sa journée et là je prends le risque de le faire passer dans une forme de chronicisation parce qu'il va y avoir un catastrophisme, il va y avoir de l'angoisse, de l'anxiété qui peut être générée par cette annonce et cette angoisse va suralimenter la partie du cerveau qui va maintenir la douleur qu'il a, que ce soit au niveau du genou ou au niveau du dos. Donc on renforce en fait quelque part le phénomène qui est déjà présent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur sport. Donc finalement, cette personne-là qui a de l'arthrose au niveau du genou, qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment vous vous y prenez? Je vais lui dire, est-ce que ça fait mal déjà quand vous courez? Si ça fait mal, soit je l'envoie chez un kiné pour un peu de rééducation, pour désensibiliser un petit peu les zones qui lui font mal. Et à côté, on fait aussi un travail en ostéo pour avoir pour objectif de le refaire courir. Et ça marche très bien dans beaucoup de cas. Soit, si ça fait pas mal, je lui dis, si ça fait pas mal et que vous avez envie de courir, allez courir, simplement. Comment une hernie discale peut-elle disparaître toute seule? Expliquez-nous ça. Ça, c'est toute la magie des hernies discales. Alors, on explique à tout le monde, ça demande un peu de temps, mais c'est intéressant. Ouais, alors en fait, une hernie discale, pour rappel, c'est juste un peu de matériel discal qui est sorti, en fait, un tout petit peu du disque. Et donc, il peut potentiellement venir comprimer la moelle épinière, ou en tout cas les racines nerveuses. Et souvent, ça occasionne des sciatiques, si c'est dans le bas du dos, ou si c'est au niveau des cervicales, ça peut occasionner des névralgies cervico-brachiales. La hernie discale peut se résorber d'elle-même. Tout simplement parce qu'à partir du moment où elle sort, elle peut être considérée par le corps comme un corps étranger. Et quand il y a un corps étranger, le corps, il a des petits soldats qu'on appelle des macrophages qui vont venir grignoter un petit peu la hernie. Et on a remarqué que plus la hernie était importante, plus elle avait de chances de disparaître naturellement. Donc plus grosse elle est, souvent meilleur le pronostic est naturel en tout cas. Bon, et ça correspond à combien, à quel pourcentage de hernie? Alors, sur les plus grosses, si je dis pas de bêtises, on est à plus de 80%. Il faudrait que je retrouve là, mais il me semble de hernie qui disparaîtraient. De grosses hernies. De grosses hernies c'est qui des grosses hernies. toutes seules. Voilà. Plus elles sont grosses, quand elles sont très grosses, c'est à plus de 80%. Et après, plus ça diminue, plus le pronostic est ballant, on va dire, parce que elles ont besoin d'un peu d'aide, on va dire. Souvent, si c'est uniquement la douleur avec de la kiné, avec de l'ostéo, on peut y arriver avec de l'activité physique aussi. Et des fois, dans certains cas, quand on n'y arrive pas, il peut y avoir besoin soit de thermocoagulation, soit carrément de chirurgie pour justement soulager cette hernie. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur ordinateur ou sur tablette et qui ont souvent mal au cervical, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de soulager la région du cou? Et pourquoi on a du mal à le faire? Parce que quand on travaille sur un ordinateur, on a souvent tendance à se crisper, c'est-à-dire déjà le poste de travail, on a beau l'optimiser au maximum, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, au bout d'un moment, le corps va chercher une position de confort. Et très souvent, la position de confort, c'est je m'avachis un petit peu et j'ai le cou qui part un peu en avant.
en exagérant. Donc c'est une position, pour sortir de cette position-là, ça demande un effort au corps. Et le corps, lui, il aime bien le confort, il aime bien l'économie et il aime pas trop faire des efforts, en tout cas inconsciemment. Consciemment, on va pouvoir la tenir et inconsciemment, on va vite revenir dedans. Donc c'est très compliqué de relâcher la zone du cou parce que déjà, on se serre beaucoup des épaules quand on est autour d'un bureau. Donc les trapèzes sont quasiment en permanence en contraction. Et donc mais en semi-contraction, c'est pas une vraie contraction, c'est une contraction de maintien, un petit peu, si vous voulez. Donc pour justement contrer un petit peu cette contraction-là, ce qui est bon, c'est de faire une pause et là de faire tous les exercices qu'on veut, donc mélanger les exercices mobilisation, contraction, renforcement, et des étirements. Parce que les étirements... Verbiage d'ostéo. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il ne faut pas les oublier non plus, les étirements, mais c'est vrai que il faut un mix pour pouvoir toucher un petit peu tous les tissus. Donc, les mobilisations pour les articulations et contraction, étirement pour tous les tissus mous au niveau du cou. Ça s'apprend, ça. Hein. Ça s'apprend, complètement. Comment est-ce que vous intervenez sur des pathologies comme l'endométriose, vous, par exemple, en tant qu'ostéopathe ? Alors, en tant qu'ostéopathe, j'ai effectivement pas mal de femmes qui viennent avec des soucis d'endométriose ou des soucis au niveau gynécologique. Là, l'idée, ça va être de faire un bilan de toute la zone, c'est-à-dire à la fois au niveau articulaire et à la fois au niveau tissulaire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une zone qui est sensible ? Si elle est sensible, est-ce que je trouve une zone qui a tendance à bouger moins bien dans un sens ou dans l'autre ? Et l'idée, ça va être d'amener la zone, donc souvent la zone du petit bassin, à aller vers la zone où elle n'a pas envie de bouger, pour faire lâcher quelques tensions, parce que souvent, ce qu'il peut y avoir, c'est que, en plus de l'endométriose, il peut y avoir une forme de congestion, vraiment au niveau du petit bassin, donc de drainer, d'aider un peu le petit bassin à mieux drainer, et de venir toucher la zone, ça permet aussi de retrouver des sensations, parce que souvent, on touche quand on a mal, mais on ne fait pas forcément de travail direct dessus. Et de venir faire le travail directement dessus, de venir toucher une zone qui est sensible, ça permet aussi au cerveau de prendre conscience qu'il y a une zone qui est douloureuse et de le mobiliser, de modifier un petit peu le schéma qu'on a de la zone dans notre tête. Mais pour quel résultat durable, finalement ? Ça, c'est variable. Ça dépend vraiment de où en est l'endométriose. Il y a des fois, ça permet de soulager quelques semaines, des fois quelques mois. Ça peut arriver sur plus longtemps, mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir. L'ostéopathie, c'est vraiment pour le confort lié à l'endométriose, mais c'est pas quelque chose qui va régler le problème d'endométriose. Alors, il y a des pathologies incroyables. Qu'est-ce que vous appelez, par exemple, le syndrome de Meigne ? Alors, le syndrome de Meigne, c'est un syndrome de facettes, donc les facettes articulaires au niveau des vertèbres, c'est-à-dire qu'une vertèbre, pour faire simple, on a à l'avant de la vertèbre les plateaux, donc c'est là où il y a les disques, et à l'arrière, on a des petites articulations. Et le syndrome de Meigne, c'est un syndrome où en fait on a une compression, une tension sur ce qu'on appelle la charnière dorso-lombaire. Donc la charnière dorso-lombaire, c'est la zone qui se situe entre le bas du dos et le milieu du dos. Et de cette zone-là, il y a des nerfs qui sortent et qui peuvent se retrouver comprimés, qui vont donner des douleurs au niveau soit des fesses, soit au niveau de l'aine. Et donc, ils peuvent ça sent le syndrome du footballeur, c'est un peu... Ça peut être le syndrome du footballeur, ça peut être aussi le syndrome de toutes les gymnastes, ça peut être un syndrome... À partir du moment où on a des zones avec beaucoup d'hyperextension, l'extension va imbriquer, si vous voulez, les articulations au niveau vertébral. Donc, tous les moments où on va être en hyperextension, ça peut éventuellement amener à justement un syndrome de Meigne. Tous les exercices dont on parle ce matin, on les retrouve dans votre livre, Julien, ça s'appelle 50 exercices pour se passer d'ostéopathe chez Erol. Vous avez une chaîne YouTube, donc on va rappeler l'adresse à ceux qui nous écoutent. C'est ça, c'est l'ostéopathe sur YouTube, tout simplement. Vous pouvez poser vos questions et commenter. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Philippe. Depuis Montpellier, où nous arrivons dans quelques jours, une fréquence Beurre FM à Montpellier. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et vous regardez la vidéo de cette émission et la captation sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci à tous et très belle journée santé sur Beurre FM.